Après avoir refusé d'aider à payer mes études universitaires, mes parents s'attendent maintenant à ce que je donne 110 000 $ pour le mariage coûteux de ma sœur. J'ai donc refusé, me souvenant des paroles qu'ils avaient dites il y a de nombreuses années. Puis ma sœur a fait irruption dans mon appartement. Je m'appelle Annabelle et, à 31 ans, je n'aurais jamais imaginé que ma carrière d'analyste financière me préparerait au calcul le plus choquant de ma vie. Après avoir travaillé pendant mes études universitaires avec des prêts étudiants colossaux parce que mes parents refusaient de m'aider, ils m'ont demandé sans embâche 110 000 $ pour le mariage de ma sœur Jessica. Leurs paroles d'il y a une décennie résonnent encore dans mes oreilles. Tu es intelligente. Débrouille-toi. La tempête émotionnelle qui a suivi leur demande a changé tout ce que je pensais savoir sur la famille. Si vous regardez ceci depuis un endroit où la famille s'attend à ce que vous oubliez le passé, laissez un pouce et abonnez-vous. Laissez-moi vous raconter comment j'ai appris à tenir bon et à découvrir ce que signifie la vraie famille en cours de route. Ayant grandi dans la banlieue de Chicago, notre maison en briques avec une clôture en bois blanc ressemblait à l'image parfaite du rêve américain de la classe moyenne de l'extérieur. Mais à l'intérieur de ces murs, la hiérarchie familiale tacite était toujours d'une clarté cristalline. Dès mes premiers souvenirs, ma sœur Jessica, de 5 ans ma cadette, était le fils autour duquel notre famille tournait. Je n'étais qu'une planète lointaine, censée rester dans ma voie et ne pas perturber le portrait de famille parfait. Mon père, Thomas, régnait sur les finances de notre foyer d'une main de fer. Comptable prospère dans un cabinet prestigieux du centre-ville, il suivait chaque sou qui entrait et sortait de notre maison. Il tenait des feuilles de calcul détaillées des dépenses ménagères, et tout achat nécessitait son approbation explicite. Ce contrôle s'étendait bien au-delà d'un budget raisonnable. Il s'agissait de pouvoir et de savoir qui méritait quoi à ses yeux. « Annabelle, tu dois apprendre la valeur de l'argent », disait-il chaque fois que je demandais quoi que ce soit, des fournitures scolaires aux nouveaux vêtements quand j'avais dépassé les anciens. Pendant ce temps, Jessica recevait tout ce qui lui plaisait au centre commercial sans poser de questions. Ma mère, Diane, travaillait à temps partiel comme enseignante dans une école élémentaire, mais son véritable emploi à plein temps consistait à faciliter le rôle de mon père et à justifier le traitement inégal entre ses filles. « Ta sœur est plus sensible », me murmurait-elle quand je lui demandais pourquoi Jessica avait de nouveaux vêtements tandis que je recevais des vêtements d'occasion ou des trouvailles de friperie. « Tu es plus forte, plus indépendante. Tu peux gérer ça. » À l'âge de 10 ans, je préparais mes propres déjeuners et faisais ma propre lessive. À 12 ans, je faisais du babysitting pour les enfants du quartier afin de gagner de l'argent pour les nécessités de base que mes parents considéraient comme des extras. Jessica n'a jamais eu à travailler un jour de son enfance. Le schéma de favoritisme est devenu plus clair lors des occasions spéciales. Pour mon 13e anniversaire, j'ai reçu un sac à dos pratique pour l'école. 2 mois plus tard, Jessica a fêté ses 8 ans avec une fête élaborée dans un lieu coûteux, avec des cadeaux personnalisés pour 20 invités. Quand j'ai mentionné la disparité, ma mère a dit « Tu es trop vieille pour ce genre de fête maintenant ». Quand j'avais 14 ans, je voulais désespérément rejoindre la fanfare de l'école. J'avais montré des aptitudes pour la musique et mes professeurs m'ont encouragé à développer ce talent. Les cours de musique sont chers, et nous n'avons tout simplement pas le budget, a déclaré mon père. 6 mois plus tard, Jessica a commencé des cours de danse privés dans le studio le plus prestigieux de notre région. Ces leçons s'accompagnaient de costumes de spectacles coûteux, de frais de compétition et de voyages le week-end pour des spectacles. D'une manière ou d'une autre, le budget s'étirait pour ses passions, mais restait tendu pour les miennes. Les vacances en famille suivaient le même schéma. Si Jessica voulait aller à Disney World, nous allions à Disney World, quel que soit le coût. Si je mentionnais vouloir visiter New York pour voir des musées, soudainement les vacances étaient trop chères cette année. J'ai développé des mécanismes d'adaptation tôt. J'ai appris que le seul moyen d'obtenir une approbation dans notre foyer était par l'accomplissement. J'ai étudié sans relâche, obtenant les meilleures notes et la reconnaissance académique. Bien que cela ait apporté de brefs signes d'acquiescement de la part de mes parents, cela ne s'est jamais traduit par le type d'affection que Jessica recevait simplement pour exister. Au lycée, j'avais accepté mon rôle dans la famille et concentré mon énergie sur la planification de mon évasion. L'université représentait la liberté, et j'ai excellé dans tout ce qui pouvait mener à des bourses. J'ai rejoint tous les clubs académiques, me suis porté volontaire pendant des centaines d'heures et j'ai maintenu une moyenne générale parfaite. Mes conseillers étaient impressionnés. Mes parents étaient indifférents. Quand j'avais 16 ans, j'ai initié ce que je pensais être une conversation importante sur la planification universitaire.
Mes parents avaient toujours insisté sur l'éducation, alors j'ai supposé qu'ils avaient économisé à cette fin. Nous aiderons si nous pouvons, a dit mon père vaguement, l'air mal à l'aise. Mais l'université est chère de nos jours. Nous vous avons toujours appris à être autonome, a ajouté ma mère avec un sourire pincé. Cela vous servira bien. Quelque chose dans leur évasiveness aurait dû m'alerter, mais j'étais encore assez naïf pour croire que des parents qui pouvaient se permettre des compétitions de danse et des vacances à Disney aideraient sûrement pour quelque chose d'aussi important que l'éducation. J'ai continué à planifier pour les meilleures universités, croyant qu'entre les bourses, la contribution parentale potentielle et le travail à temps partiel, je pouvais y arriver. Ce que je ne savais pas alors, c'est que mes rêves étaient construits sur des fondations de fausses hypothèses, et que la vérité allait bientôt s'écraser sur moi avec une force dévastatrice. Le jour où ma lettre d'acceptation de la Northwestern University est arrivée a été l'un des jours les plus heureux de ma vie. L'école prestigieuse avait été mon rêve depuis la première année, et maintenant ce rêve était à portée de main. J'avais été accepté avec une bourse au mérite partiel qui couvrait environ 25% des frais de scolarité. Ce n'était pas une bourse complète, mais c'était une reconnaissance de mon travail acharné, et j'étais fier. Ce soir-là, j'ai étalé des documents de planification financière sur la table de notre salle à manger. J'avais tout recherché, créant méticuleusement des feuilles de calcul détaillées qui auraient rendu mon père comptable fier s'il s'était donné la peine de les regarder. J'avais calculé les coûts, pris en compte ma bourse, estimé ce que je pouvais contribuer grâce aux emplois d'été et au travail à temps partiel pendant l'école, et identifié le montant restant que j'espérais que mes parents pourraient aider à couvrir. Maman, papa, pouvons-nous parler de Northwestern ? Ai-je demandé pendant le dîner. J'ai réglé tous les chiffres. Mon père a soupiré lourdement comme si je lui avais demandé d'expliquer la physique quantique plutôt que de discuter d'une partie normale de la parentalité. Ma mère et lui ont échangé un regard que je ne pouvais pas interpréter. Nous devons avoir une réunion de famille à ce sujet, a-t-il dit finalement. Après le dîner, ces 2 heures d'attente ont semblé éternelles. J'ai répété ma présentation, confiante que ma planification minutieuse impressionnerait mon père, qui était axé sur la finance. J'avais même des options de secours et des scénarios alternatifs préparés, montrant comment je pouvais réduire les coûts en vivant à la maison et en faisant la navette la première année. Lorsque nous nous sommes finalement réunis dans le salon, ma mère avait l'air mal à l'aise, tripotant sa bague de mariage comme elle le faisait souvent lorsqu'elle était anxieuse. Mon père était assis droit dans son fauteuil en cuir, celui que personne d'autre n'était autorisé à utiliser. « Annabelle » a-t-il commencé d'une voix d'homme d'affaires. « Nous devons être clairs sur les attentes concernant l'université. Ta mère et moi ne contribuerons pas financièrement à ton éducation. » Les mots m'ont frappé comme un coup physique. « Quoi ? Mais vous avez toujours dit que l'éducation était importante. » « C'est important, » a interrompu ma mère. « Et nous savons que tu trouveras un moyen d'y arriver. Mais Northwestern coûte 40 000 $ par an, même après ma bourse, ai-je dit, ma voix s'élevant de panique. Je ne peux absolument pas gagner ça en étudiant à temps plein. Tu es intelligente, a dit mon père avec dédain, les mots qui me entraient pendant des années. Débrouille-toi. Prends des prêts si tu dois le faire. Postule pour plus de bourses. Va dans un collège communautaire pendant 2 ans. Il y a toujours des options pour ceux qui sont prêts à travailler pour ce qu'ils veulent. Les larmes me sont montées aux yeux. Mais est-ce parce que vous ne pouvez pas vous le permettre ? Je sais que nous ne sommes pas riches, mais nous ne sommes pas pauvres non plus. Vous avez payé cette rénovation de cuisine l'année dernière, et les compétitions de danse de Jessica ont coûté des milliers. Un éclair de quelque chose a traversé le visage de mon père. Quelque chose comme la culpabilité rapidement masquée par l'irritation. Nos finances ne te regardent pas. Nous avons d'autres priorités et engagements. Quels engagements pourraient être plus importants que d'aider votre enfant à aller à l'université ? Ai-je exigé, abandonnant ma diplomatie habituelle. Ma mère a baissé les yeux. Nous avons économisé pour certaines dépenses futures. Quelles dépenses futures ? Ai-je insisté. Après un silence inconfortable, mon père a finalement dit, si tu dois savoir, nous avons un fonds spécial pour le mariage de Jessica un jour. Je me suis senti comme si on m'avait versé de l'eau glacée dessus. Son mariage, elle a 13 ans. L'université, c'est maintenant. Un mariage digne de ce nom est un investissement important dans l'avenir d'une jeune femme, a dit ma mère doucement. Nous avons toujours voulu donner à Jessica le mariage que je n'ai jamais eu. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. L'injustice m'a écrasé la poitrine jusqu'à ce que j'ai à peine pu respirer.
Toute ma vie, j'avais accepté la position de second plan dans notre famille, croyant que quand cela compterait vraiment, mes parents seraient là pour moi aussi. Maintenant, j'ai compris que je n'avais jamais été une priorité et que je ne le serais jamais. J'ai pleuré pendant des heures cette nuit-là, face à la dure réalité que mes rêves universitaires pourraient être terminés avant même d'avoir commencé. Northwestern sans soutien parental semblait impossible. Le lendemain matin, les yeux gonflés et le sentiment de vide dans la poitrine, j'ai rendu visite à mon conseiller d'orientation pour discuter des options. Le collège communautaire pendant 2 ans, puis le transfert, a-t-elle suggéré doucement. Ou envisager des écoles d'État moins chères. La bourse partielle de Northwestern est excellente, mais sans soutien familial, les chiffres ne fonctionnent tout simplement pas. J'ai hoché la tête d'un air hébété, sentant l'avenir pour lequel j'avais tant travaillé me filer entre les doigts. Mais ensuite, j'ai rencontré Sandra Winters, une conseillère en aide financière qui a refusé de me laisser abandonner si facilement. Elle m'a aidé à postuler pour chaque bourse, subvention et opportunité de travail étudiant possible. Nous avons trouvé des prix obscurs pour les professionnels de la première génération, bien que je ne sois pas éligible à l'aide traditionnelle pour les étudiants de première génération car mes parents avaient des diplômes. Nous avons rassemblé une mosaïque de sources de financement. Cela ne suffira pas, m'a averti Sandra. Honnêtement, vous devrez prendre le maximum de prêts étudiants fédéraux et probablement quelques prêts privés aussi. Et vous devrez travailler plus d'heures que ce qui est idéal pour un étudiant à temps plein. Je vais y arriver, ai-je dit avec une détermination née de la nécessité. Et d'une manière ou d'une autre, j'y suis arrivé. J'ai contracté 87 000 $ de prêts étudiants. J'ai travaillé 30 heures par semaine à divers emplois, de la bibliothèque universitaire à la restauration dans un restaurant près du campus, en passant par des quarts de nuit dans une épicerie ouverte 24h24. Je n'ai jamais assisté à une fête universitaire. Je n'ai jamais rejoint de club. J'ai regardé depuis les coulisses mes camarades profiter de l'expérience universitaire complète pendant que je courais de classe en travail à la bibliothèque, fonctionnant avec un minimum de sommeil et un maximum de stress. Le tribut physique a été sévère. J'ai développé des tensions, des maux de tête et des problèmes d'estomac dus au stress. J'ai attrapé tous les virus qui circulaient parce que mon système immunitaire était affaibli par l'épuisement. Une fois, je me suis évanoui pendant un examen final après avoir travaillé un double service la veille au soir, mais j'ai maintenu une moyenne de 3,88. Malgré tout, chaque semestre que j'ai survécu a été une victoire personnelle contre toute attente, contre les basses attentes de mes parents, contre un système conçu pour les étudiants avec un soutien familial. Mon contact avec mes parents s'est réduit à des appels obligatoires pendant les fêtes. Chaque conversation était un rappel douloureux de ce que je n'avais pas. Ils n'ont jamais demandé comment je me débrouillais financièrement. Ils n'ont jamais offert d'aide, même quand j'étais malade ou en difficulté. Mais ils partageaient avec empressement des histoires sur les réalisations de Jessica au lycée et les vacances en famille auxquelles je n'étais pas invité. Avant de quitter la maison pour ma première année, j'ai eu une dernière conversation avec mes parents. Je vais réussir mes études sans votre aide, leur ai-je dit, la fierté et la douleur se disputant dans ma voix. Mais je veux que vous sachiez que je n'oublierai jamais ça. Tu es dramatique, a dit mon père avec dédain. La vie n'est pas juste. Plus tôt tu l'accepteras, mieux ce sera. Ma mère m'a serré maladroitement dans ses bras. Les choses seront différentes à l'avenir, a-t-elle promis vaguement. Une fois que tu seras installé, tout aura plus de sens. Je ne savais pas alors à quel point ces mots seraient prophétiques, mais pas dans le sens où elle l'entendait. Les choses seraient en effet différentes à l'avenir, bien que pas de manière que mes parents n'auraient pu anticiper. 4 ans plus tard, je me tenais sur le campus de la Northwestern University en robe de diplômé, un diplôme en finance et économie en main, et 87 000 $ de dette sur les épaules. Mes parents et Jessica ont assisté à ma remise de diplôme, arrivant en retard et repartant immédiatement après la cérémonie pour un dîner réservé qui ne pouvait pas m'accueillir. Ils ont pris des photos pour les réseaux sociaux, créant l'illusion de parents fiers et aimants qu'ils n'avaient jamais vraiment été. Nous avons toujours su que tu pouvais le faire, a dit mon père, me tapant sur l'épaule alors qu'il s'apprêtait à partir. J'ai souri d'un air pincé, sachant que tu pouvais le faire signifiait en réalité tu pouvais le faire sans notre aide. Je les avais prouvés qu'ils avaient raison, mais la victoire semblait creuse. Mon premier emploi est venu grâce à une connexion avec un professeur qui a reconnu mon potentiel malgré mon manque de stages prestigieux que je n'aurais jamais pu me permettre car ils étaient non rémunérés. Le poste d'entrée dans une société de services financiers payait 42 000 $ par an, un salaire modeste à Chicago, mais pour lequel j'étais reconnaissante.
Mes paiements de prêts étudiants représenteraient 890 $ de mon revenu mensuel, me laissant à peine assez pour survivre dans l'une des villes les plus chères d'Amérique. Mon premier appartement était un studio dans un immeuble négligé avec une sécurité douteuse, à 25 miles de mon bureau. Le trajet prenait 2 heures de ma journée, mais le loyer était tout ce que je pouvais me permettre. Je l'ai meublé avec des articles de friperie et des rebuts de trottoir, transformant les déchets en un semblant de foyer avec de l'huile de coude et des tutoriels YouTube. Pendant les 2 premières années, j'ai vécu de nouilles instantanées, d'œufs et de fruits et légumes en promotion. J'ai suivi chaque centime dépensé, devenant encore plus méticuleuse dans mon budget que mon père ne l'avait été. Mais contrairement à son budget, qui était axé sur le contrôle, le mien était axé sur la survie et la promesse de liberté future. J'ai développé une approche systématique pour mes prêts étudiants en utilisant la méthode de la boule de neige de la dette. Je me suis concentré sur le remboursement des prêts les plus petits et les plus intéressés en premier, puis sur la réintégration de ces paiements dans le prêt suivant. Chaque prime, remboursement d'impôts et revenus de petits boulots allait directement à la dette. Je n'ai jamais mangé au restaurant. Je n'ai jamais acheté de nouveaux vêtements. Je n'ai jamais pris de vacances. Toute mon existence est devenue centrée sur l'indépendance financière. Pendant ces années, mon contact avec ma famille s'est encore limité. Des messages occasionnels de ma mère me fournissaient des nouvelles de l'expérience universitaire insouciante de Jessica dans une université privée coûteuse où elle vivait dans un dortoir premium, a rejoint une sororité et n'a jamais eu à travailler. Mes parents ont financé son semestre à l'étranger à Paris, une expérience que j'avais désespérément voulu mais que je ne pouvais pas me permettre. Chaque mise à jour était un nouveau rappel des chemins désespérés que nos vies avaient pris en raison des choix de nos parents. Au travail, j'ai canalisé ma détermination dans l'excellence. J'arrivais tôt et restais tard. J'ai pris des projets supplémentaires sans me plaindre. Je me suis rendu indispensable, alimenté par la connaissance que je n'avais pas de filet de sécurité en cas d'échec. Ma percée est venue sous la forme de Barbara Whitmore, une vice-présidente senior qui est devenue ma mentor, après que j'ai aidé à identifier une erreur importante dans un portefeuille client qui aurait coûté des millions à l'entreprise. Barbara a reconnu en moi non seulement une acuité financière, mais aussi une soif de réussir qui correspondait à la sienne. « Tu as du potentiel, Annabelle », m'a-t-elle dit un matin autour d'un café. « Mais tu te brûles. Ce rythme n'est pas durable. »« Je n'ai pas le choix », ai-je répondu. « Honnêtement, ma dette ne se remboursera pas toute seule. » Barbara a hoché la tête pensuellement. « Je viens de rien, moi aussi », a-t-elle confié. La première de ma famille à aller à l'université, mais il faut des mouvements stratégiques, pas seulement du travail acharné. Sous la direction de Barbara, je me suis positionné pour l'avancement. Elle m'a appris à négocier, à réseauter et quand prendre des risques calculés. En 3 ans, j'ai été promu analyste senior avec une augmentation de salaire à 75 000 $ par an. Cette promotion m'a permis de déménager dans un appartement plus sûr, plus près du travail, réduisant mon trajet à 30 minutes dans chaque sens. Pour la première fois depuis l'université, j'ai occasionnellement commandé des plats à emporter. Ces petits luxes semblaient énormes. Après des années de privation, les rencontres amoureuses pendant ces années étaient compliquées par mes contraintes financières et les problèmes de confiance découlant de mes expériences familiales. J'ai eu quelques premiers rendez-vous occasionnels, mais rarement des seconds. Lorsque des partenaires potentiels apprenaient ma dette colossale ou sentaient ma réticence à dépendre de qui que ce soit, ils disparaissaient généralement. Je me disais que je n'avais pas le temps pour les relations de toute façon. Au lieu de cela, j'ai investi dans des amitiés. Ma meilleure amie, Taylor, était graphiste que j'ai rencontrée lors d'un événement de réseautage professionnel. Nous nous sommes rapprochés grâce à des histoires familiales similaires et à des objectifs de carrière ambitieux. J'ai trouvé du réconfort à construire des liens avec des personnes qui ont choisi de me valoriser, créant la famille choisie que je n'avais jamais eue en grandissant. Sur la recommandation de Taylor, j'ai commencé à voir une thérapeute pour aborder les problèmes d'abandon et les insécurités profondes laissées par mon éducation. La docteure Patricia Harrison m'a aidé à comprendre que le traitement de mes parents reflétait leurs limites, et non ma valeur. « Votre indépendance est admirable », m'a-t-elle dit. Mais ne confondez pas indépendance et isolement. Se permettre d'avoir besoin des autres ne vous rend pas faible. 7 ans après l'obtention de mon diplôme, j'ai effectué le dernier paiement de mes prêts étudiants. Ce soir-là, je me suis assise seule dans mon appartement amélioré mais toujours modeste, fixant l'email de confirmation avec des larmes coulant sur mon visage. Le fardeau que j'avais porté depuis l'âge de 18 ans avait finalement disparu. Je me sentais vidée et triomphante,
à la fois incertaine de savoir comment célébrer une victoire à laquelle personne ne m'avait aidé à parvenir. Le lendemain, j'ai ouvert mon premier compte d'investissement au-delà de mon 401K. J'ai commencé à construire de la richesse plutôt qu'à simplement rembourser des dettes. J'ai développé un plan quinquennal pour la liberté financière et l'ai suivi avec la même discipline qui m'avait permis de traverser l'université et le remboursement des prêts. À 31 ans, j'avais été promue directrice des investissements, gagnant 120 000 $ par an. Je possédais un petit mais élégant condo dans un bon quartier. J'avais 6 mois d'épargne d'urgence, un compte de retraite sain et un portefeuille d'investissement croissant. J'ai pris mes premières vraies vacances, une semaine à Porto Rico, où je me suis assise sur la plage et me suis émerveillée du chemin parcouru. Mes parents appelaient occasionnellement, généralement lorsqu'ils voulaient partager des nouvelles de Jessica ou faire étalage de mes réalisations à leurs amis. Nos conversations restaient superficielles. J'avais appris à garder une distance émotionnelle pour ma propre protection. J'envoyais des cadeaux pour les anniversaires et les fêtes, mais je déclinais la plupart des invitations à visiter. La douleur s'était atténuée en une douleur gérable, mais je n'ai jamais oublié. Puis vint l'appel téléphonique qui rouvrirait toutes les vieilles blessures et changerait tout. « Annabelle, c'est maman », a dit la voix familière à travers mon haut-parleur un mardi soir d'avril. Je venais de rentrer d'une longue journée au bureau et je me détendais avec un verre de vin sur mon balcon. « Salut, maman », ai-je répondu, notant que nous ne nous étions pas parlé depuis près de 3 mois depuis un bref appel de Noël. « Est-ce que tout va bien ? » « Tout va merveilleusement bien », a-t-elle gazouillé avec un enthousiasme inhabituel. « Papa et moi espérions que tu pourrais te joindre à nous pour dîner ce samedi. Jessica sera là avec une nouvelle excitante. » L'invitation m'a surprise. En dehors des fêtes importantes, mes parents initiaient rarement des réunions de famille. Ce samedi, je vérifierai mon agenda, ai-je dit, bien que je savais parfaitement que je n'avais aucun projet. Quelle heure ? 18h30 et s'il te plaît, habille-toi bien. Nous fêtons quelque chose, a-t-elle ajouté critiquement avant de raccrocher. La curiosité m'a eu raison, et ce samedi-là, j'ai conduit chez mes parents en banlieue. Je n'y avais pas visité depuis plus d'1 an, et j'ai immédiatement remarqué des signes de changement. La cour semblait négligée avec des buissons envahis que mon père aurait normalement taillés méticuleusement. La peinture autour des fenêtres s'écaillait, et leur deuxième voiture était absente de l'allée. À l'intérieur, la maison était propre, mais présentait des signes subtils de difficultés financières. Les meubles du salon étaient le même ensemble qu'ils avaient acheté il y a 15 ans, montrant maintenant une usure considérable. La rénovation de la cuisine qu'ils avaient priorisée par rapport à mon éducation semblait datée et une charnière de placard cassé n'avait pas été réparée. « Annabelle », s'est exclamée ma mère, m'embrassant avec une chaleur inhabituelle. Elle avait l'air plus âgée que ses 58 ans. De nouvelles rides autour de ses yeux et plus de cheveux gris qu'il ne m'en rappelait. « Tu as l'air si professionnel. Cette combinaison doit avoir été chère. » Le commentaire sur l'argent était typique. Ma mère semblait toujours calculer le coût de mon apparence, comme si elle comptait si je me débrouillais assez bien pour justifier leur manque de soutien. Mon père m'a serré la main formellement. « Le marché vous traite bien ?» a-t-il demandé. « Non, bonjour, non. Comment allez-vous ? Juste une question sur les finances ? Je ne peux pas me plaindre, ai-je dit neutrement, réticente à donner des détails sur mon succès. Jessica est arrivée avec 20 minutes de retard dans un tourbillon d'excitation. Un grand homme avec des cheveux expertement coiffés à ses côtés. À 26 ans, ma sœur était devenue une belle femme avec les traits délicats de notre mère. Elle se tenait toujours avec la confiance de quelqu'un qui avait toujours été chéri. « Annie » a-t-elle crié, utilisant le surnom d'enfance que j'avais depuis longtemps dépassé. « C'est Kyle, mon fiancé. » L'annonce a expliqué la célébration. Jessica était fiancée à Kyle Richardson, dont le nom de famille je reconnaissais des développements immobiliers de Chicago. Il avait l'allure polie du vieil argent, de sa montre de designer à sa confiance décontractée. Pendant le dîner, Jessica a dominé la conversation avec les préparatifs du mariage déjà en cours malgré ce qu'elle a appelé des fiançailles très récentes. Elle a décrit des lieux qui se louent 30 000 $, des arrangements floraux qui coûtent des milliers et une robe de designer sur mesure à New York. Nous pensons à juin prochain, a-t-elle annoncé. Seul le Plaza Royal avait de la disponibilité, et nous avons dû le réserver immédiatement. Le Plaza Royal était le lieu d'événement le plus exclusif de Chicago avec une liste d'attente de 2 ans pour la plupart des couples. La réservation rapide de Jessica suggérait que de grosses sommes d'argent avaient changé de main. Tout au long du dîner,
j'ai remarqué mes parents échanger des regards, une communication silencieuse passant entre eux. Mon père a rempli son verre de whisky 3 fois, inhabituel pour un homme qui faisait habituellement preuve d'un contrôle rigoureux. Après le dessert, ma mère a suggéré que Jessica montre à Kyle le jardin, une tentative transparente de les faire sortir de la maison. Une fois qu'ils sont partis, mon père s'est éclairci la gorge. Annabelle, nous devons discuter des finances du mariage, a-t-il commencé, sa voix d'homme d'affaires fermement en place. Comme vous pouvez l'imaginer, donner à votre sœur le mariage qu'elle mérite est notre priorité, mais certaines dépenses imprévues ont créé des défis. Quel genre de défis, ai-je demandé, sentant déjà un nœud se former dans mon estomac. Ma mère a pris son verre de vin. Le mariage que Jessica planifie coûtera environ 300 000 $, a-t-elle dit aussi calmement que si elle discutait du prix des épiceries. Nous avions mis de l'argent de côté, bien sûr, mais les investissements n'ont pas performé comme prévu. Je vois, ai-je dit, bien que je ne voyais pas du tout où cela allait. Nous espérions que mon père continuait de regarder un point derrière mon épaule plutôt que de me regarder dans les yeux, que vous pourriez contribuer au jour spécial de votre sœur, étant donné votre succès financier. Le nœud dans mon estomac s'est resserré. Contribuer combien? Nous avons besoin d'environ 110 000 $ pour couvrir le fossé, a-t-il déclaré factuellement, comme s'il ne demandait pas une somme qui dépassait le montant total qu'ils avaient refusé de contribuer à mon éducation. Je suis resté dans un silence stupéfait, mon esprit luttant pour traiter l'audace de la demande. Des souvenirs ont afflué de travail de nuit tout en étudiant pour les examens finaux, de compter des centimes pour des paquets de ramen, de l'anxiété écrasante des dettes croissantes. Tu te débrouilles tellement bien maintenant, a ajouté ma mère rapidement, interprétant mal mon silence. Et la famille est de la famille, Jessica ferait la même chose pour toi. Un rire amer m'a échappé avant que je ne puisse le contenir. Le ferait-elle? Quand quelqu'un dans cette famille m'a-t-il aidé? L'expression de mon père s'est durcie. Nous t'avons élevé, mis un toit au-dessus de ta tête, nourri. Tout n'est pas une question d'argent, Annabelle. Apparemment, le mariage de Jessica est une question d'argent. Beaucoup d'argent, ai-je rétorqué. 300 000 $ pour une journée semble excessif selon toutes les normes. Ce n'est pas n'importe quel jour, a protesté ma mère. C'est le jour le plus important dans la vie d'une femme. J'ai pris une profonde inspiration, luttant contre la colère qui montait en moi. Quand j'ai eu besoin d'aide pour l'université, l'opportunité éducative la plus importante de ma vie, vous m'avez dit de me débrouiller. J'ai contracté près de 90 000 $ de dettes et j'ai travaillé jusqu'à en être malade pour obtenir mon diplôme. Maintenant, vous voulez que je donne à Jessica plus que ça pour une fête. Mon père a agité la main avec dédain. C'était différent. Tu as toujours été indépendante. Jessica a des besoins différents. Jessica t'a toujours admiré, a ajouté ma mère, passant à la manipulation émotionnelle. Elle parle de la fierté qu'elle a de sa grande sœur qui a réussi. La décevrais-tu vraiment? Des symptômes physiques d'anxiété m'ont envahi, une sueur froide sur le front, et mes mains tremblaient légèrement. J'ai reconnu ces signes de mes séances de thérapie et je me suis forcé à prendre des respirations lentes et mesurées. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit finalement, sachant que j'avais besoin de m'échapper avant de dire quelque chose que je regretterais. C'est une demande importante. Mes parents ont échangé un autre regard, visiblement déçus que je n'ai pas immédiatement accepté. Ne prends pas trop de temps, a averti mon père. Les fournisseurs ont besoin d'acompte et la date du mariage approche. Le trajet de 30 minutes jusqu'à la maison est devenu un espace pour traiter le tourbillon d'émotions. La colère est venue d'abord, chaude et dévorante, puis la blessure, la réouverture de vieilles plaies que je pensais cicatriser. Finalement, une froide clarté a émergé. Rien n'avait changé. Aux yeux de mes parents, je restais la fille la moins méritante, maintenant valorisée uniquement pour ce que je pouvais fournir financièrement. J'ai appelé Taylor dès mon retour, déversant toute l'histoire dans un flot précipité et émotionnel. Ils veulent combien? A demandé Taylor, incrédule. Pour un mariage. C'est insensé. Est-ce que je me trompe? Peut-être que je réagis de manière excessive. Peut-être que c'est ce que font les familles. Les familles normales aident pour l'université et des coûts de mariage raisonnables, a dit Taylor fermement. Pas zéro pour l'éducation et une petite fortune pour une journée de célébration. Quelque chose ne colle pas ici. Cette nuit-là, j'ai recherché les coûts moyens des mariages à Chicago. Le mariage haut de gamme typique coûtait entre 50 000 et 75 000 $.
Même en tenant compte des améliorations de luxe, 300 000 $ étaient extravagants. Des recherches plus approfondies ont révélé que mes parents avaient refinancé leur maison il y a 18 mois, contractant un important prêt sur valeur domiciliaire. Les registres de propriété montraient que leur maison avait été remboursée avant cela, suggérant qu'ils avaient eu besoin d'une injection de liquidité importante pour une raison quelconque. Les pièces ont commencé à s'assembler. La maison de mes parents montrait des signes de difficultés financières, la deuxième voiture manquante, la consommation d'alcool inhabituelle de mon père, la maison hypothéquée. Ils étaient en difficulté financière au-delà du simple mariage de Jessica, et ils me voyaient comme la solution. Après une nuit blanche et une longue conversation avec ma thérapeute, le lendemain, j'ai rédigé un message prudent déclinant leur demande. J'ai déclaré que bien que j'aimais Jessica et que je lui ferais un généreux cadeau de mariage, je ne pouvais pas contribuer au montant demandé. J'ai expliqué que ma propre sécurité financière avait été durement gagnée après des années de lutte avec des dettes étudiantes auxquelles ils avaient choisi de ne pas m'aider, et que je devais donner la priorité à mon bien-être financier. Le message était mesuré et calme, établissant une frontière claire sans attaquer. Je l'ai envoyé avec des mains tremblantes, puis j'ai attendu les répercussions que je savais devoir arriver. La réponse de mes parents est arrivée quelques heures plus tard, un long email rempli de culpabilité et de manipulation. Ma mère a écrit que mon égoïsme lui brisait le cœur, tandis que mon père a ajouté qu'il n'avait jamais attendu une telle ingratitude d'une fille pour laquelle ils avaient tout sacrifié. J'ai lu leurs mots avec un étrange sentiment de détachement, reconnaissant les tactiques émotionnelles qui m'avaient contrôlé pendant des années. La docteure Harrison m'avait aidé à comprendre ces schémas, et je ne me sentais plus obligé d'assumer la responsabilité des sentiments de mes parents. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné avec le nom de Jessica à l'écran. J'ai hésité avant de répondre. « Comment as-tu pu » a-t-elle exigé sans saluer, la voix étranglée par les larmes. « Tu ruines tout. C'est mon jour spécial, et tu le détruis parce que tu es jalouse de moi. » « Jessica, je ne suis pas jalouse, ai-je répondu calmement. Je ne peux tout simplement pas me permettre de donner 110 000 $ pour ton mariage. C'est une somme déraisonnable à demander à qui que ce soit. Mais tu as de l'argent, maman et papa ont dit. Tu as un travail chic et un condo en ville. J'ai travaillé très dur pour ce que j'ai, ai-je expliqué. Je me remets encore financièrement d'avoir financé mes études. Savais-tu que j'ai dû contracter près de 90 000 $ de prêt parce que maman et papa ont refusé de m'aider? Il y a eu une pause. Ils ont dit que tu voulais être indépendante, a-t-elle dit, l'incertitude perçant dans sa voix. Ce n'était pas mon choix. Ils m'ont dit de me débrouiller moi-même pendant qu'ils économisaient pour ton futur mariage. Je ne te crois pas, a-t-elle dit, mais son ton manquait de conviction. Ils ne feraient jamais ça. Demande-leur, ai-je suggéré. Demande-leur exactement combien ils ont contribué à mon éducation par rapport à la tienne. Elle a raccroché sans répondre. Au cours de la semaine suivante, divers membres de la famille m'ont contacté, clairement recrutés par mes parents pour me faire pression. Des tantes, des oncles et des cousins ont appelé pour exprimer leur déception face à mon abandon des valeurs familiales. Seule la sœur de mon père, tante Suzanne, semblait sceptique face au récit. « Il y a quelque chose qui ne colle pas ici, Annabelle » m'a-t-elle dit lors de notre appel. Thomas a toujours été contrôlant avec l'argent, mais cette demande semble extrême, même pour lui. Et Sarah a mentionné qu'ils ont eu quelques revers financiers récemment. Quel genre de revers, ai-je demandé, curieuse de savoir ce que ma mère avait pu révéler. Elle était vague, mais j'ai eu l'impression que ton père avait pris de mauvaises décisions d'investissement. Ils ont annulé leurs vacances annuelles à Scottsdale cette année, ce qu'ils n'ont jamais fait auparavant. Cette information a renforcé mon soupçon que la situation financière de mes parents était pire qu'ils ne le laissaient entendre. On me demandait non seulement de financer le mariage extravagant de Jessica, mais potentiellement de sauver mes parents de difficultés financières dont ils étaient eux-mêmes responsables. Mon père a appelé ensuite, la voix tendue par une colère à peine contrôlée. « Ta mère est bouleversée » a-t-il dit d'un ton accusateur. « Est-ce ainsi que tu nous rembourses pour tout ce que nous avons fait ? Parce que nous n'avons pas pu tout te donner sur un plateau d'argent pour l'université. » « Tu ne m'as rien donné, ai-je répondu, luttant pour garder mon sang-froid. Pas $1, pas de soutien émotionnel, rien. « Et regarde comme tu as bien réussi, s'est-il exclamé, comme si mon succès validait leur abandon. Tu devrais nous remercier de nous avoir appris l'autonomie. » Je n'aurai pas cette conversation à nouveau, ai-je dit fermement. Ma réponse est non. Je ne contribuerai pas 110 000 $ au mariage de Jessica.
Alors ne te considère plus comme faisant partie de cette famille, a-t-il dit froidement avant de raccrocher. Ces mots m'ont blessé plus que je ne voulais l'admettre. Malgré tout, une partie enfantine de moi aspirait toujours à l'approbation et à l'acceptation de mes parents. J'ai passé la soirée dans un état d'anxiété accrue, remettant en question ma décision et ma valeur. La docteure Harrison m'avait prévenu que fixer des limites avec des membres de la famille toxique serait douloureux et pourrait entraîner une escalade avant une amélioration. Ils ont l'habitude de te contrôler, avait-elle expliqué. Quand tu cesses de permettre ce contrôle, ils augmentent initialement la pression, pas la diminuent. Sa prédiction s'est avérée exacte. La campagne de pression s'est intensifiée au cours des semaines suivantes. Ma concentration professionnelle a souffert car j'ai dû gérer les retombées émotionnelles. J'ai commis une erreur dans une présentation client que Barbara a heureusement rattrapée avant qu'elle n'atteigne le client. Tout va bien? Elle a demandé après, l'inquiétude évidente dans son expression. Ce n'est pas toi. J'ai confié les bases de la situation et la réponse de Barbara a renforcé ma détermination. La famille peut être notre plus grand soutien ou notre plus grand fardeau, a-t-elle dit. Mais personne n'a le droit de compromettre votre sécurité financière, pas même la famille. Surtout pas pour quelque chose d'aussi facultatif qu'un mariage extravagant. Juste au moment où je commençais à retrouver mon équilibre, une nouvelle complication est apparue. Le fiancé de Jessica, Kyle, m'a appelé directement, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. « Annabelle, j'espère que vous ne m'en voulez pas de vous contacter », a-t-il commencé en douceur. Je voulais éclaircir la situation du mariage. J'apprécie ça, Kyle, mais c'est vraiment entre ma famille et moi. Voici le truc, a-t-il continué, ignorant ma tentative de mettre fin à la conversation. Jessica et moi n'avons jamais demandé un mariage aussi élaboré. Nous aurions été heureux avec quelque chose de beaucoup plus petit. Cette révélation m'a surprise. Alors pourquoi est-ce prévu ainsi? Vos parents ont insisté. Ils ont dit que c'était le rêve de donner à Jessica un mariage de conte de fées. Et quand nous avons suggéré de réduire, ils sont devenus extrêmement contrariés. Jessica ne voulait pas les décevoir. Après notre appel, je me suis assise à traiter cette nouvelle information. Si Kyle disait vrai, mes parents étaient la force motrice derrière les plans extravagants, pas Jessica. Mais pourquoi pousseraient-ils pour quelque chose qui dépassait autant leurs moyens? J'ai eu peu de temps pour réfléchir à cette question avant que la situation ne s'escalade de manière spectaculaire. 2 jours plus tard, Jessica est apparue à mon lieu de travail sans prévenir, provoquant une scène dans la zone de réception qui a mis la sécurité en état d'alerte. « Mademoiselle, votre sœur est ici et semble assez contrariée. » La réceptionniste m'a informé discrètement. La sécurité demande si vous voulez descendre ou si elle doit lui demander de partir. Mortifié à l'idée d'une confrontation publique sur mon lieu de travail, je me suis précipité dans le hall où Jessica se tenait, le visage rouge et en larmes. « Tu dois arranger ça », a-t-elle exigé fort quand elle m'a vu. Maman et papa se battent constamment à cause de toi. Je l'ai guidée dehors vers un petit parc en face de mon immeuble, parfaitement consciente des regards curieux de mes collègues. Une fois assise sur un banc, Jessica a déchaîné un torrent d'accusations, affirmant que mon refus avait créé une crise familiale. Ils ont hypothéqué leur maison pour mon mariage, a-t-elle pleuré. Papa a dit qu'il perdrait tout si tu n'aides pas. Ça n'a aucun sens, Jessica. Pourquoi s'engagerait-il dans des dépenses qu'ils ne peuvent pas se permettre? Et pourquoi ton mariage coûte-t-il 300 000 $ en premier lieu? Parce que c'est ce que papa a dit, un mariage décent coûte. Il planifie ça depuis ma naissance. La conversation a tourné en rond, Jessica alternant entre colère et larmes. Finalement, épuisé émotionnellement, je lui ai dit que j'avais besoin d'espace et que se présenter à mon lieu de travail était inapproprié et potentiellement dommageable pour ma carrière. Ce soir-là, j'ai reçu des messages anonymes de téléphone de membres de la famille, clairement faisant partie d'un groupe de discussion qui m'avait accidentellement incluse. Les messages critiquaient mon comportement égoïste et mon abandon des valeurs familiales. Un cousin a suggéré que j'avais oublié d'où je venais à cause de mon travail chic. Un autre a commenté que j'avais toujours été la froide tandis que Jessica était le cœur de la famille. Lire ces messages de personnes qui n'avaient jamais pris la peine de me connaître, qui n'avaient aucune idée des luttes que j'avais endurées a cristallisé quelque chose d'important. Le récit à mon sujet avait été écrit il y a longtemps sans mon apport, et quoi que je fasse, cela ne changerait pas les choses à leurs yeux. La prise de conscience était à la fois douloureuse et libératrice.
J'ai bloqué tous les membres de la famille sauf celui de Jessica, décidant que ma santé mentale nécessitait une distance par rapport aux dynamiques toxiques. Pendant 3 jours bénis, le silence a régné. Je me suis concentré sur le travail, les sessions avec la docteure Harrison et les activités d'auto-soin qui étaient tombées dans l'oubli pendant la crise familiale. Puis vint le moment qui allait tout changer. Le samedi après-midi, des coups agressifs à ma porte de condo m'ont surprise dans un rare moment de détente. À travers le Judas, j'ai vu le maquillage de Jessica taché de larmes. Kyle planait anxieusement derrière elle. « Jessica, ce n'est pas approprié », ai-je dit à travers la porte. « Tu ne peux pas simplement te présenter ici. S'il te plaît, » sa voix s'est brisée. « J'ai besoin de te parler. » Tout s'effondre. Contre mon meilleur jugement, j'ai ouvert la porte. Jessica m'a bousculé pour entrer dans le salon, son comportement habituellement posé complètement brisé. « Ils m'ont menti », a-t-elle sangloté, faisant les 100 pas frénétiquement. « Ils t'ont menti. Ils ont menti à tout le monde. » « Qui a menti à propos de quoi ?» ai-je demandé, perplexe face à son état. « Maman et papa, il n'y a pas de fonds de mariage. Il n'y en a jamais eu. Ils ont utilisé mon fonds universitaire pour les investissements ratés de papa il y a des années. C'est pourquoi ils désespèrent de ton argent maintenant. » La révélation m'a frappé comme un coup physique. Kyle a confirmé l'histoire, expliquant que lorsque Jessica avait finalement confronté nos parents au sujet de leur traitement à mon égard, la vérité avait éclaté lors d'une dispute animée. Ton père a perdu une somme importante dans des investissements à haut risque il y a environ 8 ans, a expliqué Kyle, son expérience financière étant évidente dans son évaluation analytique. D'après ce que j'ai compris, il a essayé de récupérer les pertes avec des manœuvres de plus en plus désespérées, creusant le trou plus profondément. Ils ont réhypothéqué la maison, utilisé des cartes de crédit au maximum, et même contracté des prêts auprès de prêteurs prédateurs. Les larmes de Jessica s'étaient transformées en rage. Ils m'ont utilisé pour te manipuler. Ils m'ont fait croire que tu étais égoïste alors que c'était eux qui avaient créé tout ce désastre. Alors que sa colère envers nos parents s'intensifiait, je me suis retrouvé dans la position inattendue de voir ma sœur, la voyant vraiment, peut-être pour la première fois de nos vies d'adultes. Derrière le façade de la fille préférée se trouvait quelqu'un qui avait été manipulé aussi complètement que moi, juste de différentes manières. Je n'avais aucune idée de tes difficultés à l'université, a-t-elle admis, la voix petite. Ils m'ont dit que tu voulais être indépendante, que tu refusais leur aide parce que tu étais têtue. Je les ai crus parce que cela correspondait à l'image qu'ils avaient toujours peinte de toi. La vérité avait finalement émergé, apportant avec elle une opportunité de quelque chose que je n'avais jamais anticipé, une connexion authentique avec ma sœur, au-delà des rôles qui nous avaient été assignés par nos parents. L'après-midi s'était tiré jusqu'au soir pendant que Jessica et moi parlions ouvertement pour la première fois de nos vies. Nous nous sommes assises sur le sol de mon salon avec des récipients de plats à emporter entre nous, comparant nos expériences très différentes en grandissant dans le même foyer. J'ai toujours pensé que tu avais tout, ai-je admis, les cours de danse, les vêtements, l'attention. Jessica hocha tristement la tête. J'ai eu ces choses, mais j'ai aussi eu des attentes impossibles d'être parfaite, d'être ce qu'il voulait. Tu avais une liberté que je n'ai jamais connue. La liberté. J'ai ri amèrement. J'étais ignoré. Laissé à me débrouiller. Et j'étais contrôlé. Chaque mouvement dicté. Elle a rétorqué. Quand j'ai voulu arrêter la danse à 15 ans parce que je détestais ça. Papa m'a dit que je gaspillerais 10 ans de leur investissement. Je suis resté en danse pendant 5 autres années misérables parce que j'avais l'impression de leur devoir. Nous avons réalisé que nous avions chacun envié des aspects de la position de l'autre tout en étant piégés dans différents types de dysfonctionnements. J'avais été négligé mais j'avais développé l'indépendance et la résilience. Jessica avait été favorisée mais étouffée, développant des comportements visant à plaire aux autres et des difficultés à prendre des décisions autonomes. Tu t'es jamais demandé pourquoi j'ai choisi la finance comme carrière ? Lui ai-je demandé. C'était pour comprendre l'argent, pour avoir le contrôle de ce que papa utilisait pour nous contrôler toutes les deux. Et je suis allé à l'enseignement élémentaire, loin de tout ce qui était prestigieux, parce que c'était la seule chose qu'il ne pouvait pas micro-gérer, a répondu Jessica. Enseigner à des enfants de 6 ans a été la première décision que j'ai prise et qui était vraiment la mienne. Alors que minuit approchait, Jessica a pris une décision qui m'a surprise. J'annule le mariage au Plaza, a-t-elle annoncé fermement. Ce n'était jamais ce que Kyle et moi voulions de toute façon. Kyle,
qui avait discrètement soutenu Jessica tout au long de notre conversation, a hoché la tête en signe d'accord. Nous avions parlé de nous marier il y a des mois, mais tes parents étaient tellement attachés au grand mariage que Jessica craignait de les décevoir. Que allez-vous faire à la place? Ai-je demandé. Quelque chose de petit, de significatif, et dans notre budget réel, a répondu Jessica. La famille de Kyle a une belle propriété sur le lac Michigan. Nous pourrions y avoir une simple cérémonie avec seulement les gens qui se soucient vraiment de nous. Le lendemain matin, Jessica et moi sommes allés ensemble confronter nos parents. Le trajet jusqu'à leur maison était tendu, mais pour la première fois, j'ai senti que nous étions vraiment des sœurs unies, plutôt que divisées par la manipulation de nos parents. Mon père a répondu à la porte, l'air épuisé, sa présence habituellement imposante diminuée. Ma mère se tenait derrière lui, l'anxiété évidente dans ses mains nerveuses. Nous devons parler, a déclaré Jessica fermement, passant devant eux dans le salon. Tous, honnêtement, pour une fois. Ce qui a suivi a été 3 heures de conversation douloureuse mais nécessaire. Initialement, mon père a tenté ses tactiques habituelles de déviation et de blâme. Mais Jessica, puisant dans une force que je ne lui avais jamais vue auparavant, a refusé de reculer. Arrête de mentir, a-t-elle exigé lorsqu'il a tenté de minimiser sa mauvaise gestion financière. Kyle m'a aidé à comprendre exactement ce qui s'est passé. Tu as perdu mon fonds universitaire dans des investissements risqués, puis tu as continué à emprunter pour couvrir tes erreurs. Confronté par ses 2 fils alignés contre lui, mon père a finalement craqué. La façade du pourvoyeur prospère s'est effondrée alors qu'il admettait une série de décisions financières de plus en plus désespérées suite à une perte d'investissement initiale. J'essayais de bâtir un héritage pour cette famille, a-t-il dit, la voix inhabituellement vulnérable. Chaque tentative de réparer les choses ne faisait qu'empirer. Ma mère, dans un tournant surprenant, a arrêté de le défendre. J'aurais dû intervenir il y a des années, a-t-elle reconnu, les larmes coulant sur son visage. Je savais que les choses échappaient à tout contrôle, mais j'avais trop peur de l'affronter. Pourquoi cette obsession pour un mariage extravagant? Ai-je demandé. Pourquoi le privilégier sur l'éducation, sur la stabilité financière? Ma mère a baissé les yeux sur ses mains. Ma famille était pauvre. Mon mariage a eu lieu à la mairie sans aucune célébration. J'ai toujours rêvé de donner à ma fille ce que je n'ai jamais eu. Mais maman, a dit Jessica doucement, ce rêve était le tien, pas le mien. Et tu étais prête à ruiner la famille et à manipuler Annabelle pour y parvenir. Alors que la vérité émergeait pleinement, j'ai réalisé que j'avais des choix quant à la manière de réagir. Je pouvais partir, laissant mes parents faire face seuls aux conséquences de leurs actes. Une partie de moi voulait faire exactement cela, pour finalement fermer la porte à la famille qui avait causé tant de douleur. Au lieu de cela, j'ai offert une aide différente de ce qu'ils avaient demandé. Je ne te donnerai pas d'argent pour un mariage extravagant, ai-je déclaré clairement. Mais je vous aiderai à développer un plan de rétablissement financier si vous êtes prêt à être complètement transparent sur votre situation. La fierté de mon père a initialement résisté, mais le désespoir l'a emporté. Au cours des semaines suivantes, je les ai aidés à évaluer leur véritable situation financière, qui était désastreuse mais pas irréparable. Ils devraient vendre leur maison et réduire considérablement leur train de vie. Mon père, à 60 ans, devrait reporter sa retraite. Ils auraient besoin de conseils en crédit et d'un budget strict pendant plusieurs années. Pendant ce temps, Jessica et Kyle ont repensé leur mariage entièrement. L'acompte du Plaza Royal a été perdu, mais ils ont élaboré des plans pour une cérémonie intime au bord du lac, coûtant moins de 15 000 $, un montant qu'ils pouvaient gérer eux-mêmes. Serais-tu ma demoiselle d'honneur? M'a demandé Jessica un soir, la question portant le poids de notre nouveau départ. Pas parce que tu es ma sœur, mais parce que tu deviens mon ami. La demande m'a profondément touché. Je serais honoré, ai-je répondu, sincèrement. Mes propres émotions pendant cette période étaient complexes. La vindication se mélangeait au deuil de ce qui aurait pu être si l'honnêteté avait prévalu des années plus tôt. En séance de thérapie, la docteure Harrison m'a aidé à traiter ces sentiments. Le pardon ne signifie pas oublier ou continuer des schémas toxiques, me rappelait-elle. Cela signifie libérer l'emprise de ces événements sur votre présent et votre avenir. Mes parents ont lutté pour s'adapter à notre nouvelle dynamique relationnelle. Mon père particulièrement s'est frotté contre ma supervision financière et la nouvelle assertivité de Jessica. Lors d'une réunion budgétaire tendue, il a craqué. Je suis toujours le chef de cette famille. Non, a dit ma mère doucement, nous surprenant tous.
Tu es un membre de cette famille, Thomas. Nous sommes tous des membres égaux qui devons nous soutenir honnêtement. C'était la première fois que je voyais ma mère lui tenir tête, et cela marquait un changement fondamental dans leur relation. Elle a trouvé un emploi à temps partiel pour aider à leur situation financière et a rejoint un groupe de soutien pour les partenaires d'agresseurs financiers, un terme que je n'avais jamais envisagé d'appliquer à mon père, mais qui correspondait de manière troublante. Jessica et Kyle ont poursuivi leur plan de mariage révisé, trouvant la joie de créer une célébration qui reflétait vraiment leurs valeurs plutôt que les attentes de mes parents. J'ai aidé là où je pouvais, offrant des conseils financiers plutôt qu'un plan de sauvetage financier. Progressivement, timidement, ma sœur et moi avons construit la relation que nous n'avions jamais été autorisés à avoir enfant. Nous avons découvert des intérêts communs pour la randonnée et les films documentaires. Nous avons ri des mêmes blagues obscures. Nous nous sommes soutenus mutuellement dans le processus continu de guérison familiale. Un soir, alors que nous adressions des invitations de mariage à ma table de salle à manger, Jessica a soudainement levé les yeux. « Penses-tu que nous pouvons vraiment dépasser tout ce qui s'est passé ?» J'ai réfléchi attentivement à la question. Je pense que nous créons quelque chose de nouveau plutôt que de réparer ce qui était cassé, ai-je répondu. Et cela pourrait être mieux. Avec une clarté retrouvée, j'ai reconnu que les schémas familiaux auraient continué indéfiniment sans cette crise. La confrontation douloureuse avait créé un espace pour l'authenticité et la croissance qui n'aurait jamais émergé autrement. Mes parents ont assisté à leur première séance de conseil financier, une exigence que j'avais posée pour mon implication continue dans leur plan de rétablissement. Par la suite, mon père m'a appelé. Le conseiller a dit quelque chose aujourd'hui auquel je ne peux pas arrêter de penser, a-t-il dit, la voix inhabituellement réfléchie. Il a dit, le comportement financier reflète toujours des valeurs et des peurs plus profondes. Je ne me suis jamais vu comme ça avant. Ce fut un petit moment de prise de conscience, mais il représentait la possibilité d'un changement authentique. Pour la première fois, j'ai osé espérer que notre famille pourrait finalement guérir, bien que le chemin ne soit ni rapide ni facile. Un an plus tard, je me tenais aux côtés de Jessica en cette parfaite journée de juin alors qu'elle épousait Kyle lors d'une cérémonie simple mais magnifique sur la propriété familiale au bord du lac. Environ 60 invités étaient présents, loin de l'extravagance de 300 personnes initialement prévues au Plaza Royal. La célébration a coûté un peu moins de $18 000, Jessica et Kyle couvrant la plupart des dépenses eux-mêmes. J'avais contribué $3 000 comme cadeau, un montant généreux sans être exploiteur, significatif sans être manipulateur. Le chèque était accompagné d'une lettre sincère exprimant ma joie à notre relation reconstruite, un cadeau bien plus précieux que l'argent. Mes parents ont assisté en tant qu'invités plutôt qu'hôtes, un ajustement de position qui a continué à défier l'ego de mon père, mais qui reflétait notre nouvelle réalité familiale. Ils avaient vendu leur maison de banlieue et déménagé dans un petit condo, une réduction nécessaire qui était douloureuse mais finalement libératrice car ils ont abandonné le fardeau de maintenir des apparences qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Le conseil financier qu'ils avaient initialement résisté était devenu une bouée de sauvetage, les aidant à développer un plan réalisable pour aborder leurs dettes substantielles tout en vivant dans leurs moyens, peut-être pour la première fois de leur vie d'adulte. Mon père avait accepté un poste dans une plus petite entreprise, avalant sa fierté pour accepter un salaire inférieur avec moins de pression. Ma mère travaillait à temps partiel dans une bibliothèque locale, trouvant une satisfaction inattendue dans un travail qu'elle aurait auparavant considéré comme indigne de son rang. Notre dynamique familiale avait changé de manière permanente. La façade de perfection s'était effondrée, remplacée par quelque chose de plus authentique, bien que parfois inconfortable. Les dîners familiaux hebdomadaires sont devenus une tradition, bien que certaines semaines la conversation ait été plus facile que d'autres. Nous apprenions maladroitement mais sincèrement comment interagir en tant qu'adulte avec une histoire partagée mais des chemins individuels. Ma relation avec Jessica a évolué vers une véritable amitié. La sœur que j'avais enviée et ressentie était devenue l'une de mes confidentes les plus proches. Nous parlions presque tous les jours, nous soutenant mutuellement dans les défis et célébrant les succès sans la rivalité qui avait défini nos interactions précédentes. Je n'ai jamais eu de grande sœur jusqu'à maintenant, m'a-t-elle dit lors d'une randonnée le week-end 6 mois après son mariage. J'avais une rivale fictive que mes parents avaient créée pour me motiver. Apprendre à connaître la vraie toi a été le cadeau inattendu de tout cela. Ma propre guérison s'est poursuivie grâce à une thérapie régulière et à des choix conscients concernant les limites et la vulnérabilité. La docteure Harrison m'a aidé à reconnaître quand les anciens schémas de ressentiment ou d'indépendance défensive menaçaient de refaire surface, me donnant les outils pour répondre plutôt que de réagir. La guérison n'est pas linéaire,
m'a-t-elle rappelé lors d'une séance particulièrement difficile après des fêtes familiales tendues. Il y aura des revers. Ce qui importe, c'est la direction générale. J'ai même commencé une relation prometteuse avec Daniel, un développeur de programmes que j'ai rencontré par l'intermédiaire de Jessica. Contrairement à mes expériences amoureuses précédentes, j'ai abordé cette connexion avec une ouverture prudente plutôt qu'une autoprotection préventive. Quand il m'a interrogé sur ma famille, j'ai partagé honnêtement sans honte ni embellissement. La famille est compliquée, a-t-il dit après avoir entendu la version condensée de notre histoire. Ce qui compte, c'est ce que vous choisissez de devenir malgré ou grâce à vos expériences. Sa réponse reflétait la perspective sur laquelle j'avais travaillé dur pour développer, voyant mon passé comme formatif mais pas déterminant. L'indépendance financière que j'avais acquise restait importante pour moi, mais je ne considérais plus l'autosuffisance comme ma seule valeur ou protection. Ma carrière a continué à prospérer avec une promotion au poste de directrice des investissements seniors, qui s'est accompagnée de responsabilités et d'une rémunération supplémentaire. J'ai utilisé ma sécurité financière accrue non pas pour le luxe, mais pour des investissements soigneusement réfléchis dans mon avenir et des actes de générosité occasionnels qui reflétaient mes valeurs plutôt que l'obligation. Lorsque Jessica a partagé qu'elle et Kyle attendaient leur premier enfant, j'ai ressenti une joie authentique, sans comparaison ni compétition. J'ai offert mon soutien sans dépasser les limites, respectant leur parcours comme distinct du mien. L'approche de mes parents face à la grossesse de Jessica a révélé à quel point les choses avaient changé. Au lieu d'imposer des attentes ou de prendre le contrôle, ils ont demandé comment ils pouvaient aider, avec des limites appropriées. Ma mère a concentré son énergie créative sur le tricotage de vêtements pour bébé au lieu de planifier des décorations de chambre extravagantes qu'il ne pouvait pas se permettre. Mon père a recherché des plans d'épargne universitaire qui éviteraient ces erreurs d'investissement précédentes, me consultant sur les options avant de procéder. Je veux faire mieux cette fois, m'a-t-il dit lors d'une telle conversation, pour mon petit enfant, mais aussi pour vous montrer à Jessica que je suis capable de changer. La déclaration n'était ni une transformation complète ni des excuses explicites, mais elle représentait un progrès que j'aurais jugé impossible 2 ans plus tôt. Alors que je réfléchis à ce voyage d'enfant abandonné à femme émancipée, je reconnais que le pardon n'a pas été un moment unique mais un processus se déroulant jour après jour. Je n'ai pas oublié la douleur d'entendre dire de me débrouiller toute seule quand j'avais le plus besoin de soutien, mais ce souvenir ne définit plus mon identité ni mes relations. La leçon la plus profonde a été que l'amour ne devrait jamais être assorti de conditions financières. Le vrai soutien familial ne se mesure pas en dollars, mais en présence constante, en disponibilité émotionnelle et en respect de l'autonomie individuelle. Aider les autres financièrement ou autrement devrait toujours être un choix librement fait, pas une obligation extraite par la culpabilité ou la manipulation. J'ai appris que l'honnêteté, aussi difficile soit-elle, crée la seule base d'une connexion authentique. Les années pendant lesquelles ma famille a maintenu des façades financières nous ont coûté bien plus que de l'argent. Elles nous ont coûté l'opportunité de nous connaître et de nous soutenir tels que nous étions vraiment. Plus important encore, j'ai découvert ma propre valeur au-delà de l'accomplissement ou du succès financier. La résilience et la détermination qui m'ont porté à travers l'université et le remboursement des dettes restent des forces que j'apprécie, mais elles ne servent plus d'armure contre l'abandon anticipé. Alors que je me tourne vers l'avenir, je ressens un sentiment de paix qui semblait autrefois impossible. Les schémas familiaux de favoritisme et de manipulation financière qui ont façonné mon enfance ont été brisés. Bien que la guérison soit toujours en cours, nous construisons de nouvelles relations basées sur la vérité plutôt que sur le prétexte, sur le choix plutôt que sur l'obligation. Pour tous ceux qui regardent et reconnaissent leur propre dynamique familiale dans cette histoire, sachez que votre valeur n'est pas déterminée par le traitement que vous recevez des autres. L'indépendance financière peut apporter la sécurité. Mais la santé émotionnelle nécessite des relations honnêtes et des limites appropriées. Vous méritez un soutien qui vous donne du pouvoir plutôt que de vous contrôler, un amour qui accepte plutôt que de conditionner. Avez-vous jamais dû tenir bon face à votre famille au sujet de l'argent, ou avez-vous découvert que fixer des limites améliorait réellement vos relations? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas que votre histoire compte aussi. Si cela vous a touché, abonnez-vous pour entendre plus d'histoires de croissance et de transformation. Merci d'avoir été témoin de mon histoire, et puisse votre propre histoire vous donner le courage de l'écrire selon vos propres termes, avec des gens qui valorisent vraiment le vous authentique.